Bonjour à tous. Face au défi de la NDC, comment vous en sortez-vous? C'est la question que nous avons posée à 3 représentants de 3 TMC qui ont chacune une stratégie différente par rapport à ce sujet. Il y a sur ce plateau Solène Brazidek pour Plus Voyage. Bonjour. Il y a Ronan Bergès pour Egencia. Bonjour. Et il y a Amin Awad pour Havas. Bonjour. Alors on va commencer par Solène. À tout seigneur, tout honneur. Solène, dites-nous comment Plus Voyage a décidé de gérer ce défi de la NDC. Alors nous, chez Plus Voyage, on a fait un choix de prendre un partenaire qui est connecté directement au contenu NDC des compagnies aériennes. Donc on travaille en partenariat avec WonderMice, qui est un acteur qui est relativement nouveau sur le marché, qui a d'abord été déployé sur une solution plutôt offline, agence, loisirs, pour répondre à ce besoin-là. Et nous, en discutant avec les équipes de WonderMice, on a décidé de le positionner comme un OBT, donc comme un OBT traditionnel, pour que les clients puissent avoir accès à ces tarifs NDC, puisque jusqu'à ce moment-là, on ne pouvait pas répondre en fait à cette demande. On avait face à nous des clients qui nous disaient « mais moi, quand je vais sur le site d'Air France, je trouve un tarif que vous n'êtes pas en mesure de nous proposer ». Alors on lui disait « si, on peut vous le proposer, mais via un agent de voyage, avec un process très long, donc c'est un peu plus cher ». Et donc il nous disait mais c'est pas possible. Donc on a fait ce choix de partenariat avec WonderMice qui est donc connecté directement au contenu de la compagnie aérienne et donc qui enlève l'intermédiaire du GDS. Donc c'est un système qui est un petit peu différent des SBT traditionnels et qui du coup nous permet de pouvoir, enfin nous, en tout cas le client et nous du coup, de pouvoir lui proposer l'exhaustivité tarifaire sur les compagnies comme Air France, comme British Airways et comme bientôt Iberia et Emirates. Et on a aussi Lufthansa. Et donc du coup le client peut réserver, annuler, modifier tout seul son billet en NDC. Alors voilà, alors je me permets de repréciser un peu plus encore ce qu'est WonderMice, qui se présente comme une marketplace, hein. C'est bien ça, où on a effectivement accès aux tarifs NDC d'un certain nombre de compagnies aériennes, Air France KLM, le groupe Lufthansa, Emirates, American Airlines et British Airways depuis peu. Quand on n'a pas accès directement à cela, parce que ce n'est pas encore développé, il y a un partenariat avec Amadeus, le NDCX d'Amadeus. Alors oui, en fait le GDS devient une source de réservation comme le NDC, comme Amadeus X, comme Sabre. Et donc en fait c'est une source comme une autre. Donc effectivement, WonderMice va piocher dans différents contenus en fonction de la prestation et propose donc une exhaustivité tarifaire en fonction de la source proposée. D'accord. Alors Solène, vous avez dit des choses, notamment la demande qui émanait de vos clients. On va revenir dessus, mais avant tout j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour voir le gros de la stratégie, quoi, disons. Egencia, c'est encore différent puisque vous ne faites pas appel à un prestataire extérieur. Vous avez votre propre technologie. C'est à partir de votre propre technologie que vous vous connectez, pour le dire schématiquement, au contenu directement sur le contenu des compagnies. Exactement, vous avez tout résumé. Donc on a la chance, de par notre position de leader sur le marché, de mettre en relation l'offre la plus large avec la demande la plus importante. Maintenant, quand il s'agit de NDC, le sujet depuis le départ, il a été qu'il y ait une parité entre l'offre et la demande. D'un côté de l'offre, ça permet aux compagnies aériennes d'enrichir leur contenu. De l'autre, il faut que le voyageur il y retrouve son compte. Parce que lui, lorsqu'il fait sa réservation, NDC ou pas, il souhaite avoir accès au bon contenu. Donc ça, c'est notre mission à nous tous. On a la chance chez Amex GBT d'avoir 2 solutions, 2 technologies propriétaires qui sont Neo ainsi qu'Egencia. Et donc l'approche qu'on a eue, puisque donc NDC, on en parle beaucoup, mais ça fait quand même pas mal de temps que ça a été déployé. On a décidé de travailler en partenariat avec les compagnies aériennes. Donc ça a demandé énormément d'investissement, de recrutement, de formation aussi des conseillers voyage, parce qu'il y a le online et il y a le offline. Sachant que chaque compagnie aérienne a des technologies différentes, a eu une approche différente, ça a été important pour nous justement d'être, en étant propriétaire de notre technologie, d'avoir la main dessus, de travailler en étroite collaboration avec eux pour justement développer des standards
qui d'ailleurs depuis ont été adoptés par d'autres compagnies aériennes. Et les résultats, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une adoption qui est extrêmement élevée. Il va y avoir une accélération. Alors pareil, on va revenir sur un certain nombre de propos que vous venez de tenir. Amine, chez Havas, on voit qu'il y a, on va dire, un certain enthousiasme. Alors on n'a pas encore vu de cotillon ni de serpentin voler dans les airs, mais il y a un certain enthousiasme de la part des deux précédents interlocuteurs, de Solène et de Ronan, vis-à-vis de NDC. Chez Havas, on n'est pas sourd, on n'est pas aveugle. On voit bien que NDC, les compagnies le veulent et qu'au bout d'un moment, ça va s'imposer. Mais en tout cas, l'enthousiasme est beaucoup plus mesuré, disons. Expliquez-nous. Alors, votre stratégie et puis vos réserves. Effectivement. En fait, c'est un point important parce que vous parlez, David, du choix qui a été fait. Vous parlez du choix qui a été fait par rapport à la solution technologique. J'ai envie de dire que ce n'est pas un choix, c'est des choix qui ont été faits. Parce qu'on sait très bien que NDC, ce n'est pas juste une question de connectivité pour aller chercher du contenu, qui est un prérequis pour nos clients. Donc, il n'y a pas de débat sur NDC en soi. Le choix d'Havas Voyage a été tout simplement de prendre un peu de recul par rapport au mouvement qu'on a pu observer sur le marché. Et je pense que ce recul était important quand on voit le nombre d'années d'échanges, de discussions, de rapports de force qu'on a eu sur NDC. Donc, moi je pense qu'en fait, on ne doit pas avoir une position de promoteur ou de détracteur par rapport à une évolution. On doit tout simplement juste bien comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, vous avez des objectifs déclarés, des objectifs non déclarés. Des objectifs qui sont tout à fait louables, hein, parce que quand une compagnie aérienne a pour objectif de réduire ses coûts de distribution, c'est tout à fait louable. Quand une compagnie aérienne souhaite proposer plus de services, c'est tout à fait louable. Mais quand une compagnie aérienne dit qu'on va faire des économies, eh bien moi aujourd'hui, quand un client me pose la question de s'il va faire des économies en déployant du NDC, je ne suis pas capable de répondre par l'affirmatif à cette question. Donc on a pris du recul, on a essayé de, je sais par moments d'être un point dur dans les échanges avec les compagnies aériennes, à travers le GIE-achat. On a eu plusieurs sessions avec Air France, avec Amadeus, on les a regroupés autour de la table pour essayer en fait de comprendre pourquoi il y a tant de sujets sur cette évolution. Et ça c'est assez intéressant parce que malheureusement dans le travel, on parle beaucoup d'évolutions qui sont plutôt des régressions par moment. Et in fine, c'est toujours l'agence de voyage qui doit être là. En tout cas, ce sont des évolutions positives, mais pas pour tout le monde, qui correspondent aussi à des régressions pour d'autres acteurs. En gros, pour le dire vite, vous me dites Simon, ma schématisation n'est pas trop excessive, mais une évolution positive pour les compagnies aériennes et quelque chose de plus mitigé pour les agences, c'est bien ça? Qui reste à démontrer pour les clients et pour les Alors agences. vous me parlez des clients, bien sûr, mais vous pensez à vous aussi, vous pensez à votre mode de rémunération qui est modifié par NDC. Évidemment, et dire le contraire, ça serait vous mentir, forcément. Mais là où c'est important, c'est que en fait, ce modèle de rémunération, quand il est déstabilisé, forcément, il déstabilise aussi notre modèle de prix vis-à-vis de nos clients. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui permet de proposer un prix X à un client, c'est de prendre en compte les revenus, la productivité et effectivement la transformation technologique qui se doit d'être menée pour réduire les coûts, on va dire, de distribution. Donc forcément, quand vous avez une évolution qui déstabilise cet écosystème, in fine, le prix proposé au client, on se questionne là-dessus. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va changer, mais on se pose la question. Bien entendu. Alors Amine, il vient de parler du client, et il dit, je ne peux pas assurer à mes clients qu'avec NDC, le prix qu'il aura à payer pour son billet d'avion sera plus intéressant que ça ne l'est aujourd'hui via le système historique Edifact. Et ça vient un petit peu en contradiction avec ce que vous disiez, Solène, avec votre demande de client. Alors, c'est vrai qu'on est tous un peu perdus, et les acheteurs en premier lieu sont perdus. Eux, ils n'en ont rien à faire hein, du système Edifact, NDC, etc. Eux, c'est avoir les prix les plus intéressants. Alors où on en est? C'est en contradiction ce que vous dites. Et vous faites le même métier. Hein. En fait, le prix en affichage est moins cher en NDC que par Edifact. La seule chose, c'est que nous, agence de voyage,
on s'est retrouvé confronté à des défis de productivité derrière, notamment sur la partie vente, après-vente, dont on parle très régulièrement depuis quelques années, où tous les patrons d'agences de voyage ont dit en fait le temps de traitement est multiplié par 2, 3. On a fait tous des analyses auprès de nos équipes pour le faire. Je crois, Ouais. je vous interromps quelques instants. Je crois que Yorick Charveria, qui dirige, qui est le country manager, le DG France de Amex GBT, avait parlé. Bon, il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant. Alors ça a pu évoluer, mais de 6 fois moindre, une productivité 6 fois moindre avec NDC plutôt qu'avec Edifact. Donc ça n'est pas rien. Et donc je pense que le point que mentionne Amine, c'est pas tant sur l'affichage et la valeur faciale du billet, mais c'est que du coup, nous, agences, pour s'y retrouver, on est obligé de rajouter des frais supplémentaires. Et d'ailleurs, la majorité des agences ont rajouté un frais supplémentaire plus important pour avoir accès au contenu NDC. Et donc finalement, pour le client, c'était pas moins cher. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ça a quand même évolué, puisqu'on voit que Amadeus ou d'autres solutions, ou même des technos en propre, proposent des connectivités directes et donc permettent de réduire ce temps de traitement. Et donc, je pense que ce différentiel de temps de traitement va être à peu près réduit à néant dans les prochains mois. Nous, on le voit déjà avec WonderMice, mais donc du coup, ce sera certainement le cas sur les technos traditionnels ou les technos en propre. Et donc, quelque part, le client s'y retrouvera, en tout cas sur la valeur faciale. Après, quand il n'y aura que du NDC, les compagnies aériennes, elles vont forcément rejouer le jeu du yield management. Et finalement, ce sera un peu l'histoire qui se répète. Un yield management plus fin, hein, puisqu'on parle de tarification dynamique. Je reviens un peu sur ces problèmes de productivité, parce que Ronan, vous êtes une personne tout à fait appropriée pour en parler, puisque votre groupe a beaucoup travaillé, vous le disiez, avec Amadeus notamment, pour que NDC, ça se passe bien, quoi, de ce point de vue-là. Les problèmes, c'était l'after sale notamment. Je crois, vous me le confirmerez. Je crois aussi que votre groupe avait mis au point un certain nombre de prérequis qui devaient être remplis en termes de fonctionnalités, modification des billets, etc., avant qu'on puisse se dire, OK, allons-y sur NDC. Complètement. Où on en est maintenant? Complètement. On a investi beaucoup de temps, encore une fois, et de ressources pour comprendre ce que NDC signifiait end-to-end. Donc sur toutes les étapes de l'expérience utilisateur. On a vu, je pense, beaucoup de communication. On a vu certains de nos confrères aussi afficher pas mal de choses sur on a le contenu NDC. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Avoir le contenu NDC, c'est juste un tarif ou c'est s'assurer que de la réservation jusqu'à l'expérience utilisateur, l'après-voyage, on puisse garantir, encore une fois, qu'il y a une expérience utilisateur qui soit alignée avec les besoins des voyageurs et des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de test and learn sur nos plateformes. On a la chance avec nos plateformes propriétaires d'avoir en moyenne plus de 70% des transactions qui sont faites en ligne, online. Donc ça a été la priorité en fait pour nous d'investir sur la technologie, d'investir sur ces plateformes. Côté Egencia, c'est plus de 95%. Donc c'était important pour nous d'amener le bon affichage. Il ne s'agit pas juste d'amener toute l'exhaustivité, mais il faut amener quelque chose, un résultat qui soit pertinent. Et donc nous, on a fait le choix sur NDC, par exemple, de l'afficher lorsque c'est moins cher. Donc c'est simple pour les clients, ça se comprend. Je discutais tout à l'heure avec l'un de nos clients du CAC 40. En moyenne, sur son Paris-Toulouse, il a optimisé son tarif, qui est sa principale route. Il a optimisé son tarif de 50 €. Donc, Ça, c'est intéressant. Donc Et c'est 50 € sur un prix de billet qui est de combien à peu près? Il a comparé année précédente versus cette année sur la même classe de réservation, enfin sur l'équivalent. Il a économisé 50 €. D'accord, ok. Je veux dire, c'est quel pourcentage du prix du billet, 50 €? Ah ça, je ne peux pas vous le révéler. Mais c'est significatif, fois le volume, bien sûr. pour une entreprise du CAC 40. Après, vous avez parlé de l'après-vente, c'est extrêmement important. Donc on a formé nos conseillers voyage, on a formé des milliers de conseillers voyage pour qu'ils puissent aussi apporter tout ce qui était nécessaire, assurer la partie back-office et encore une fois s'assurer que pour les transactions et les réservations qui passent par nos conseillers voyage et par le offline, sur l'ensemble des réservations, encore une fois, on puisse apporter une expérience utilisateur qui soit
qui soit aligné avec les attentes de nos clients. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de milliers de transactions qui passent par NDC. Hier, je discutais avec Air France. C'est quel pourcentage des transactions? Alors, je vais vous parler hier, j'ai une discussion justement avec Air France qui me disait que 50% de leurs transactions aujourd'hui étaient NDC. D'accord. 50%. Mais dans le business travel? Donc, les éléments que je peux vous partager, c'est en moyenne, le business travel aujourd'hui sur la France est à un pourcentage de transactions à un chiffre. Nous, on est sur un pourcentage de transactions à 2 chiffres sur Egencia. Donc, on a pris les devants sur le À 2 sujet. chiffres, ça va de 10% à 99%. D'accord, donc je sais où vous voulez m'amener, mais on est plus proche du 10% que évidemment de la tranche la plus élevée. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'on a tous les investissements qu'on a effectués, toutes les discussions qu'on a eues en partenariat avec chacune des compagnies aériennes. Et Air France, c'est un bon exemple parce qu'ils ont fait preuve de flexibilité, ils ont écouté les agences, ils ont écouté les voyageurs, ils ont écouté leurs clients. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on peut constater que c'est plutôt un succès. Bah, en plus, et là, amende honorable de la part de Déplacement Pro, on a pu un petit peu se moquer du manque de fermeté d'Air France. Finalement, c'était peut-être la bonne stratégie. On voit que American Airlines a eu une stratégie très 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 offensive pour forcer la main, tordre le bras, quelle que soit l'expression, aux agences de voyage pour l'adoption de NDC, et elle en est revenue, parce que il y a eu un retour de boomerang. Amine, vous m'avez fait signe, vous vouliez réagir à ce que disait Ronan. Alors, je veux réagir sur 2 points qui ont été évoqués aussi par Solène. La productivité et l'optimisation des tarifs. Alors la productivité, juste pour recontextualiser cette notion de productivité. La productivité, c'est quoi? C'est tout simplement réduire les tâches à faible valeur ajoutée pour une agence de voyage. Donc, quand on parle effectivement d'un temps de traitement qui est x2, x3, x4, x5, c'est insensé. Parce que le temps qu'on va passer à perdre et à combler ces lacunes-là, c'est du temps qu'on ne passe pas auprès de nos clients. Et on n'a jamais eu autant de niveau de satisfaction de nos clients qu'en remettant le service au centre en fait, de la valeur ajoutée de l'agence de voyage. Donc c'est pour ça qu'on parle de la notion de productivité. Ce n'est pas uniquement un chiffre à la fin du mois pour dire magnifique, j'ai X% de productivité, X% d'automatisation, etc. Le deuxième point sur l'économie, je rejoins complètement Solène. Effectivement, vous avez aujourd'hui des prix d'appel qui sont assez attractifs et c'est important d'aller les capter. Parce que si on peut faire économiser à nos clients, ne serait-ce que sur une période donnée, ça sera toujours ça de prix. Maintenant, il faut le faire, mais il ne faut pas qu'on soit naïf. Parce que, in fine, et je pense qu'on l'a assez répété, les compagnies aériennes n'ont pas investi des milliards pour perdre de l'argent. Ça, premier point. Deuxième point, je reviens sur le discours des compagnies aériennes de dire... Ça peut être un rattrapage avec une meilleure vente des services ancillaires. Ce n'est pas forcément le prix du billet. Ça allait exactement être mon deuxième point. C'est-à-dire que, et on n'en parle pas assez, alors c'est vrai qu'on met ça dans un beau papier cadeau de dire on va pouvoir proposer des tarifs adaptés à chaque voyageur. Bon, déjà, on ne va pas parler... Vous avez entendu les 50 € sur le Paris-Toulouse dont parlait Ronan? Tout à fait. Mais je ne veux pas être dans la fast fashion. C'est-à-dire un effet de mode qui est là, qui va générer des économies. Ça, c'est certain. Il y a eu des études, effectivement, qui ont démontré qu'on a géré des économies, etc. Mais si on se projette un peu plus loin, l'enjeu est au niveau des ancillary services. Selon moi, je peux me tromper. Mais quand vous voyez la politique tarifaire des compagnies aériennes qui a déjà commencé, qui se rapproche du modèle des low cost, etc. Parce que, pareil, les low cost, c'est très bien, mais quand vous rajoutez les ancillary, vous vous retrouvez quasiment avec le même prix qu'une compagnie régulière. Est-ce que vous savez quel est le marché des ancillary services en 2021? 110 milliards de dollars. Est-ce que vous savez à combien il est estimé sur le marché d'ici 2030? 320 milliards. Voilà. L'enjeu, il est là. Et moi, je vois tout de suite un premier impact pour nos clients. Aujourd'hui, les politiques voyage de nos clients sont rarement sur le prix d'achat. Ils sont sur la classe de réservation. C'est-à-dire vous allez vous retrouver demain à réserver dans la politique voyage,
donc la classe économique par exemple, mais vous allez vous retrouver avec un tarif qui inclut des ancillaries qui va être beaucoup plus cher. Okay, donc c'est pour ça que je dis encore une fois, l'économie reste à démontrer sur le moyen long terme. Et c'est important juste encore une fois d'être vigilant. On demande qu'à en croire en fait, parce qu'on sera les premiers à être ravis si nos clients font des économies, parce que les agents sont objectivés sur ces économies. Donc c'est du non-sens de ne pas proposer des tarifs compétitifs pour nos clients, parce qu'on est aussi perdant dans ce cas de figure. Et le dernier point par rapport effectivement à Air France, aux articles qu'on a pu voir dans Déplacement Pro, j'étais le premier à me plaindre des compagnies aériennes qui ne nous écoutent pas. Je ne vais pas dire que je suis le premier à être ravi quand Air France ont commencé à nous écouter, à venir, à discuter et à essayer de comprendre nos problématiques, même si on aimerait bien que si ça a été fait avant, parce qu'on ne serait pas dans ces situations-là. Si on avait commencé dès 2013-14, quand on a commencé à parler de NDC, à travailler tout simplement tous ensemble, on ne serait pas dans cette situation et ça serait un non-sujet, on serait peut-être là pour parler d'autres choses. Donc là, ils nous écoutent et c'est très bien. On a un point avec le GIEH, avec Air France et Amadeus au mois de novembre. On a un droit de réserve sur encore une fois ce qui va nous être raconté. Mais ce travail-là, qui a été fait aussi par d'autres agences, a permis de remettre un peu les standards à un niveau plus ou moins acceptable encore. Ce qui était loin d'être le cas il y a un an. Alors, bon, c'est vrai que l'argument qui consiste à dire, comme vient de le dire Amine, les compagnies aériennes n'ont pas dépensé des milliards pour perdre de l'argent est relativement convaincant. Tout le monde sera d'accord autour de cette table. Donc on voit bien que de toute façon, même les plus enthousiastes des agences vis-à-vis de NDC, elles passent à NDC parce que les compagnies le veulent. Solène, elle a dit quelque chose, elle a dit il va y avoir du yield management de nouveau quand la bascule aura été faite. Appelons bascule pour qu'on soit d'accord le moment où 50% plus un billet sera vendu via NDC dans le business travel. D'après vous, c'est pour quand? Alors, juste moi en termes de chiffres, on a sorti, nous, on a commencé à basculer nos clients sur WonderMiles au mois d'avril à peu près. Et donc du coup on s'est amusé là début septembre à regarder la part de NDC. Alors on n'a fait que sur Air France et en fait on est à 50%, à 49%, donc on n'a pas encore cette bascule, il nous manque quelques pourcentages, mais néanmoins moi j'étais très surprise par le pourcentage, c'est-à-dire qu'on a 50% de nos transactions Air France qui sont du NDC. Et alors moi je m'attendais à être à 20%, 25%, mais alors je m'attendais pas du tout à être à 50%. J'en ai parlé également hier avec c'est le chiffre avec le Air plus haut France. que j'ai jamais entendu à titre personnel. Exact. Alors moi aussi, et donc je discutais hier avec Air France et qui me disait qu'effectivement c'était une tendance qu'ils voyaient de plus en plus. Et je partageais ma surprise. Et donc nous on y est effectivement déjà. Alors on a certainement aussi une population de clients, un portefeuille client qui est beaucoup plus consommateur d'Air France que de d'autres compagnies aériennes ou autres, et qui n'a pas forcément de tarifs négociés non plus avec Air France. C'est un point, on a un portefeuille client qui a un volume à moins d'1 million. Donc voilà, il y a aussi cette explication-là. Il faut mettre les choses dans un certain contexte. Mais du coup, c'est incroyable parce que je me disais, ça veut dire qu'avant, c'est 50%, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois, 7 mois, j'étais pas capable de les capter, j'étais pas capable de répondre à cette demande. Et donc potentiellement, le client, il allait réserver tout seul chez Air France, donc c'était en leakage, ou alors il était vraiment très insatisfait. Donc moi, c'est pas un enthousiasme que j'ai, c'est une réalité de marché. Là où je suis contente, c'est d'être capable aujourd'hui de répondre à ce besoin client sans impacter ma productivité. Et donc pour répondre à votre question sur la partie bascule, effectivement, on n'est pas naïf. Là, on joue le jeu parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on nous a mis un peu devant le fait accompli et parce que c'est un besoin client et que notre métier, c'est de répondre à ces besoins clients. Mais oui, ça va devoir changer la politique voyage des clients parce que sinon, avec les ancillaries, ils vont se retrouver effectivement avec un montant plus important qu'on va devoir leur justifier. Et l'autre point, c'est qu'une fois qu'on aura des taux de NDC à 60, 70, 80%, là, il y aura un nouveau jeu deal management avec un affinage encore plus précis des ancillaries ou des choses à rajouter. Et donc, ça nous redemandera encore des discussions avec les compagnies aériennes, avec les clients, de l'éducation
de l'éducation sur ce sujet. Et donc ça nous reprendra du temps certainement. Ouais, effectivement. Très bien. Vous voulez réagir, Renan ? Oui, je suis d'accord avec ta conclusion ou ton constat. La bascule, ou plutôt l'évolution, elle a déjà eu lieu. Hein. Les chiffres le prouvent, le montrent. Nous, on a plus de 20 compagnies aériennes qui sont aujourd'hui activées sur NDC. On a plus de 10 000 clients. On a des centaines de milliers de transactions qui passent par NDC et on va continuer d'accélérer l'investissement dessus. Donc, en quelques mots, juste, je te rejoins complètement. Et après, par rapport au potentiel risque que tu soulèves, ça renforce encore plus le besoin pour les entreprises. Ce que tu as dit par rapport à la politique voyage, d'avoir la main, d'avoir les bons outils, d'avoir le bon prestataire en face pour pouvoir, au moment de la réservation, et aussi a posteriori, en termes de reporting, en termes d'optimisation et en termes aussi d'intelligence artificielle. Alors, je ne veux pas lancer un autre sujet qui peut potentiellement ouvrir plein d'autres questions, mais il y a des outils, il y a des solutions qui existent justement pour aider les entreprises à acheter au bon tarif, à avoir les bons comportements. Donc nous, on est confiants là-dessus. Voilà, on le voit, hein, il y aurait encore plein de choses à dire sur le sujet. Je vais conclure avec une chose. Il y a 2 semaines environ, j'ai eu une longue conversation très intéressante avec un représentant de IATA. Cette conversation, elle parlait de l'avenir du transport aérien, mais d'une façon très concrète, puisque le contenu de notre conversation va se retrouver dans une communication que va faire IATA début octobre, a priori. Vous lirez ça dans Déplacement Pro. Et il se trouve que ça parle de data, ça parle de personnalisation, ça parle de parcours client, etc. Et il n'y a pas un mot sur NDC. Pourquoi il n'y a pas un mot sur NDC ? Parce que pour IATA, ça y est, la route est tracée, le sujet est derrière eux. Voilà. Voilà. Donc la distribution le sait. Et c'est comme ça que j'ai envie de conclure. Et bien entendu, conclure également en vous remerciant tous trois pour votre participation à ce débat. Merci beaucoup. Merci David. Merci. Voilà, après ce débat passionnant sur NDC, on se retrouve avec Christophe Roth du cabinet EPSA. Christophe, bonjour. Bonjour David. Alors, le baromètre EPSA, tant attendu par la profession, vient d'être présenté, mais enfin ce serait tellement dommage de ne pas faire le lien avec le débat qui vient d'avoir lieu et qui était donc consacré à NDC. NDC, oui. Alors je vais te poser une question simple. Est-ce que pour les entreprises clientes, dont les collaborateurs voyagent, Oui. est-ce que c'est si important que ça d'exiger d'avoir accès au tarif NDC? D'exiger de son agence, je crois D'exiger de son agence. Il n'y a pas trop le choix, c'est-à-dire que Air France, sur le baromètre, ce matin a confirmé que le 1er janvier 2025, c'était la bonne. 5e report, mais a priori le dernier. Et donc, ceux qui ne sont pas connectés via NDC subiront une surcharge qui a été réévaluée à la hausse. On parle de 24 €, donc qui vient en plus du prix du billet. C'est pas négligeable quand on a des centaines de transactions, enfin beaucoup plus, même des milliers de transactions. Rien que cet impact-là est important. Donc c'est une évolution naturelle de l'industrie et c'est important de pouvoir bénéficier aussi de ces nouveaux contenus puisqu'on voit les entreprises, les compagnies aériennes plutôt ont tendance à segmenter leur offre et à rendre une partie non accessible via Edifact, le fameux GDS Edifact. Donc si on ne fait pas la bascule, au fur et à mesure, on va avoir des surcoûts et un contenu moindre. Pas trop le choix. Et alors si on fait la bascule, on aura les prix moins les surcoûts et donc les mêmes prix qu'avant ou alors des prix plus intéressants? On manque un peu de recul pour savoir, mais c'est tout le débat. Les compagnies aériennes nous promettent effectivement beaucoup d'intérêt avec notamment la capacité à faire du continuous pricing qu'on ne peut pas faire sur un GDS. GDS, on a les 26 lettres de l'alphabet qui contraignent, donc 26 niveaux de prix. Avec NDC, on a un environnement technologique plus moderne, on n'est pas sur un héritage des années 60, qui permet d'avoir une palette tarifaire beaucoup plus variée. Mais dans quel intérêt? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la compagnie aérienne qui va pouvoir augmenter beaucoup plus fréquemment ses niveaux de prix? Ou est-ce que c'est dans l'intérêt du collaborateur d'avoir un niveau intermédiaire et de ne pas tout de suite passer au palier? Ça, on manque de recul aujourd'hui pour le déterminer avec certitude et c'est des politiques commerciales de compagnies aériennes. Alors, on manque de recul, mais on peut quand même se ranger derrière l'argument qui a été exprimé dans le débat qui vient d'avoir lieu, l'argument de Amin Awad de Havas qui dit
les compagnies aériennes, elles n'ont pas dépensé des milliards dans NDC pour perdre de l'argent et donc que les Non. clients gagnent. Alors après aussi, NDC, il y a beaucoup d'impact, mais notamment la promesse commerciale de NDC, qui n'est pas encore délivrée, hein, c'est de pouvoir faire des offres packagées. Et donc de pouvoir vendre, comme sur leur site internet, pas seulement le siège, mais toute une série de services. Pour moi, l'enjeu, pour les compagnies aériennes, il est aussi là. C'est pas le seul, mais les frais ancillaires. Les ancillaries. Exactement. Les frais ancillaires aujourd'hui, pour n'importe quelle compagnie aérienne, c'est là où elle marche le plus. L'enjeu, il est là, sur le côté commercial. Après, il y a les enjeux de distribution aussi, hein, bien entendu, dans la relation entre les entreprises, les compagnies aériennes et les agences de voyage, où elles reprennent la main sur leur distribution qui avait un peu échappé par le passé avec le modèle GDS. Bon, eh bien voilà, si je veux résumer vos propos, Christophe, la question ne se pose pas, accès à NDC ou pas, parce qu'il va y avoir des surcharges, donc il faut Ouais. avoir accès. Il faut s'assurer NDC. d'avoir un environnement compatible à NDC. Effectivement, après piloter sa dépense, ça change pas. De regarder avec plus de recul ce que ça mène. On a des premières études, mais sur des échantillons qui sont très faibles. Aujourd'hui, il y a quelques clients pilotes et on voit que même les compagnies aériennes, elles patinent un peu. American Airlines qui est revenu en arrière et qui a fait un mea culpa. Ça veut dire aussi Qui avait une stratégie très offensive, agressive. contrairement à Air France qui effectivement a reculé à plusieurs reprises l'instauration de sa surcharge. Exactement. Donc NDC, c'est très compliqué de dire ça va se passer comme ça parce qu'en fait, chaque compagnie, chaque zone géographique l'adopte à son rythme avec une stratégie commerciale qui est différente. C'est une technologie. Après, comment la compagnie aérienne se l'approprie, c'est à sa libre liberté. Maintenant, c'est vraiment une tendance de fond très importante. Et on ne pourra pas y échapper. Et c'est là où d'avoir une agence qui ferme les yeux et n'a pas la capacité à se connecter au NDC sur les principales compagnies aériennes, c'est de s'assurer à un moment donné d'avoir une problématique de contenu et de tarifs. Très bien. Merci Christophe pour ce point NDC qui vient un peu en conclusion du débat précédent. Et évidemment, on va parler maintenant de ce fameux baromètre EPSA. 14e édition. 14e édition. Alors, est-ce que vous pouvez nous en exposer les points saillants? Alors, il y a beaucoup de choses, hein, c'est assez riche. L'exercice, on balaye vraiment, on prend le pouls de l'industrie. Et là, ce qu'elle nous dit, cette industrie, c'est qu'elle va mieux. On voit un AMSGBT qui fait 24% de croissance. On voit un Air France qui a retrouvé sa capacité. Là, ce sont des chiffres français que vous nous donnez pour 24% de croissance, c'est GBT dans le monde. Résultat premier semestre 2024. Donc des résultats qui sont assez frais, qui ont été publiés cet été. 24% de croissance, ça s'explique en partie par Egencia totalement intégré, mais aussi parce que leurs clients revoyagent. Donc on reprend de la trésorerie, de l'oxygène, les agences vont mieux. On retrouve des niveaux qui sont assez soutenus par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a encore 2-3 ans. Ça va mieux sur ce front-là. Les fournisseurs aussi, les compagnies aériennes ont retrouvé presque la pleine capacité, à la grosse exception de l'Asie, qui reste... la croissance chinoise, elle est très atone aujourd'hui et c'est ce qui détermine cette plaque géographique, son attractivité et l'ouverture. Mais globalement, ça va beaucoup mieux. Et sur le ferroviaire, la SNCF est dans le vert. Contrairement à la Deutsche Bahn, le train en France a vraiment profité de cette crise. Ouais, exactement. Donc, des acteurs qui vont mieux, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi investir, délivrer un meilleur service. Ça, c'est très important parce que ça a été la problématique ces dernières années aussi, c'est la pénurie de personnel, le manque de trésorerie. Et l'autre enseignement principal, c'est la stabilité dans les prix. On a eu un sujet inflation très fort en 2022 et 2023. Il est encore un peu présent en 2024, on ne va pas se mentir, il y a pas, on n'est pas sur du 0% de changement de prix, mais on est plus sur des inflations à 2 chiffres. On est aux alentours de 3-4% d'inflation globale, c'est ce qu'on projette nous pour 2025. Par rapport à 2024, 3,5% de croissance. De l'inflation toujours, mais alors infiniment sans moindre comparaison. Que durant les années précédentes. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des tendances que vous avez pu relever? Parce que là, on parle de chiffres dans les comportements des voyageurs, des entreprises, au niveau des politiques voyage. Dans les comportements, on avait vu des durées de séjour plus longues qui bénéficiaient à l'hôtellerie. Hein. Forcément, il n'y a plus trop d'aller-retour à la journée, mais davantage, je prends mon train le jour 1
je séjourne et je reviens le lendemain pour combiner plusieurs déplacements en un seul, pour être plus efficace, que ça coûte moins cher, que ce soit moins polluant. Et ça, c'est quelque chose qui est resté ancré. On avait ce questionnement de savoir si c'était post-Covid, un petit effet temporaire, éphémère, qui allait disparaître. Et cette tendance à la durée de séjour, 1,8 jours en moyenne en France, elle reste stable. L'anticipation, elle est aussi très bonne. C'est un des enseignements du Covid. Le voyage dernière minute, ça coûte super cher. Il y a plein de contraintes à faire ça. Donc les entreprises, elles ont compris, enfin elles le savaient déjà, mais c'est surtout les collaborateurs Ils prennent qui ont de plus en compris, plus en compte. Ou les collaborateurs le prennent de plus en plus Ils savent en que le compte. yield management est très très présent de plus en plus, et encore plus demain avec NDC, et qu'il faut anticiper autant que possible son déplacement. Alors, C'est une question d'organisation aussi. bien sûr, le baromètre, il regarde ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler. Pour essayer de se projeter aussi. Mais voilà, ouais. il permet donc d'avoir une Ouais. base pour une projection pour l'année à venir. Dans Alors, un environnement qu'est-ce qui que- reste incertain, hein, parce que voilà. Alors, d'un point de vue géopolitique, il se passe beaucoup de choses. Et encore très récemment, on voit le UK qui met une taxe à l'entrée de 12 €. Alors, c'est pas le montant, mais c'est la formalité. Ça prend plusieurs jours pour la délivrer. Donc, en fait, le déplacement professionnel ou loisir d'ailleurs de dernière minute, ben, plus possible. Bon, il est valable 2 ans. Donc, une fois qu'on l'a fait, on est tranquille pour 2 ans. Mais si on l'a pas fait, on a cette contrainte-là. c'est une contrainte qui Voilà. n'existait pas et qui vient d'apparaître. Exactement. C'est plus anecdotique. L'Allemagne qui remet des contrôles à la frontière, c'est un peu plus politique. C'est sans doute plus éphémère, c'est un message. Mais ça vient aussi un peu contraint. Donc on voit qu'il y a quelques effets un On peut peu... craindre aussi que cette annonce allemande incite un certain entraîne nombre de d'autres. pays de l'UE de suivre l'exemple ou le contre-exemple. Mais- Ça mais- dépend d'où on se place. Et tout ça dans un environnement politique qui est incertain à la fois en France. On attend le gouvernement. Normalement, je crois, dimanche, on devrait avoir des annonces. Mais la politique gouvernementale va être définie par la suite, une feuille de route. Des mesures, que ce soit pour les entreprises, en termes de taxation, en termes d'accompagnement à l'innovation. Tout ça, on est dans la grande inconnue. Donc les entreprises sont aussi un peu fébriles dans l'attente de voir ce qui va se passer. Il y a les élections américaines aussi qui sont très attendues parce que les répercussions, elles sont très nombreuses. Il y a beaucoup de choses. Et un exemple concret dans l'industrie, le patron de la SNCF qui devait être débarqué après les JO, mais il est toujours là puisque son ministre de tutelle lui-même est démissionnaire. Et donc, il ira sûrement à la fin de son mandat. Mais voilà, c'est autant d'impact en fait finalement de tout ce qui se passe autour du voyage d'affaires. Cet environnement géopolitique, politique, économique, l'inflation, l'endettement public, tout ça, ça joue forcément sur quelque part un peu le moral des entreprises et sur la performance de l'industrie. On est avec beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes, certaines qui peuvent être réglées très vite. Il s'agit de la Oui. nomination du gouvernement. Mais Oui. évidemment, il y a des données géopolitiques qui, elles, ne vont pas se régler tout de Alors suite. si et on, rapidement. si on parle des conflits en fait en Ukraine et au Proche-Orient, qui sont les deux principaux, il y en a d'autres, aujourd'hui les impacts sont très mineurs. Hormis pour les entreprises qui sont très exposées à ces régions-là, finalement les impacts sont assez limités. On a eu, mais c'est déjà le cas depuis pas mal de temps, toutes les succursales en Russie, des activités en Russie, des entreprises occidentales qui ont été fermées. Gros impact à ce moment-là, mais ça c'est à peu près cantonné à ça. La situation au Proche-Orient, pas beaucoup d'impact, hormis pour les entreprises qui sont très actives en Israël ou dans la région. Oui, à la limite, Voilà. en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, c'est Oui. davantage sur l'enchérissement de l'énergie, par exemple, et donc sur les prix Indirectement. globaux, l'inflation et notamment ceux du travel, que l'impact a Mais on été voit réel. que le prix de l'énergie, il se stabilise. Et c'est un autre enseignement justement du baromètre, c'est que l'inflation qui était très forte en 2022-2023, en 2024, le mot-clé c'est la stabilité. Et en 2025, on l'espère aussi. Stabilité dans l'incertitude, c'est concept. Voilà. On tient la barre dans une mer qui est très mouvante, on va dire ça. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Merci David.